Bonjour à tous, Marie-Pierre Duquette, libraire secteur jeunesse à la librairie Monet. Aujourd'hui, je vous présente les incontournables pour le mois de juillet pour les fictions primaires. Donc, on va commencer avec mon premier bain de forêt aux éditions Glénat par Isabelle Couliode et Juliette Lagrange. Alors ici, on est vraiment dans un livre qui est très apaisant. C'est une famille qui va aller faire une balade en forêt, en fait. Puis on voit que les illustrations là, sont très luxuriantes. C'est un livre qui vaut la peine d'être observé lentement, d'être lu avec un rythme très calme pour pouvoir profiter des illustrations. C'est un livre aussi où on va vraiment faire le tour des 5 sens. Alors, regardez ici, on a le père et sa fille qui vont même enlever leurs chaussures dans la forêt pour sentir l'humidité de la mousse sur leurs pieds. Ils vont aussi aller mettre leurs mains dans la rivière pour pouvoir sentir le courant. Alors, c'est un très beau livre pour se donner le goût, en fait, de reconnecter avec la nature, puis aussi pour prendre un petit moment en famille pour relaxer et travailler le vocabulaire autour des 5 sens. On poursuit avec Lily sous la mer par Thomas Lavacherie aux éditions Pastel. Alors, on a ici un récit d'aventure qui est très réaliste. C'est la famille Boulitte qui va entreprendre l'aventure de descendre à 2000 mètres, de profondeur dans l'océan Atlantique. C'est la maman, la capitaine Lee Boulitte, qui a inventé en fait cette boule d'acier qui va leur permettre de descendre dans les abysses. On a même un plan ici de la confection. Le papa, c'est un savant et lui, son objectif, en fait, c'est de prouver qu'il y a de la vie à cette profondeur-là, sous l'eau. Ils vont aussi faire leur expédition avec leurs 2 enfants, Lily et Théo. Lily, qui est une petite fille de 5 ans, elle a la particularité de ne pas parler encore, elle n'a pas encore prononcé un seul mot. Je trouve qu'au début de l'album, on présente vraiment bien les personnages, le contexte aussi, donc c'est très intéressant. On va descendre dans les profondeurs et ce qui est vraiment bien avec le format du livre ici, c'est qu'on est allé jouer avec la possibilité de nous surprendre avec des illustrations qui sont surdimensionnées. Alors, je vais vous en montrer une ici très impressionnante. Donc, on a la descente de la boule d'acier ici dans les profondeurs. Donc, c'est vraiment impressionnant d'aller ouvrir ces illustrations-là. La famille va découvrir une petite crevette au fond de l'océan. Donc, ils sont vraiment très heureux de cette découverte-là qui prouve qu'il y a de la vie. Et le grand frère Théo va beaucoup se moquer de sa petite sœur qui passe beaucoup de temps devant le hublot, mais la famille ne se doute pas que Lily est témoin de beaucoup plus de vie, dans les abysses que ce que la famille a pu voir. Alors, il y a toutes sortes de créatures qui y vivent. La famille va terminer leur périple, faire une grande conférence pour annoncer à la communauté scientifique la découverte de la petite crevette. Et je vous laisse aller découvrir comment Lily va dévoiler en fait ses découvertes à elle. Quand je vous parlais aussi que c'était un livre qui était réaliste, j'aime beaucoup aussi qu'à la fin, on a fait une section « Ce qu'ils sont devenus ». Alors, on parle d'un livre best-seller que la famille a publié. On parle même des études de la petite Lily à l'université de Jakarta pour étudier la zoologie tropicale. Donc, on a vraiment voulu rendre le livre très, très réaliste. Je vous le recommande fortement. On poursuit avec Mon papy Perce-Neige aux éditions Didier Jeunesse. Donc, c'est un superbe album sur le thème de l'Alzheimer. Alors, on a une petite fille qui va passer des beaux moments de qualité avec son papy. Son papy qui est un passionné de jardinage. En fait, il connaît par cœur les 123 noms de fleurs en latin qu'il possède dans sa petite serre.
plus l'histoire avance, plus le papy et sa petite-fille vivent de beaux moments, plus le papy commence à perdre des mots, perdre la mémoire, avoir différentes attitudes qui nous poussent à croire qu'il est en train qu'il est atteint d'Alzheimer, en fait. Puis la petite fille va ramasser les mots perdus par le grand-père et va les recueillir dans une boîte, en fait. Le grand-père va même se perdre en forêt à un certain moment. Pendant l'hiver, la grand-mère et la petite fille vont sortir pour le retrouver. La grand-mère va aussi se rendre compte que la serre du grand-père est laissée à l'abandon, puis elle va décider de prendre le relais pour prendre soin des plantes de son époux. Ça se termine sur une note assez positive, pleine d'espoir. La grand-mère et la petite-fille vont décider de faire un beau moment pour le grand-père, pour lui rappeler en fait de beaux souvenirs. Ce que j'aime aussi de ce livre-là, c'est qu'on aborde aussi en arrière-plan les réactions, les émotions qui sont vécues par la grand-mère. Donc, elle vit de l'incompréhension face au comportement de son mari. Elle va vivre de la colère aussi. Donc, on voit ces étapes-là aussi pour l'entourage qui peuvent être difficiles à vivre. Donc, je vous le recommande. On poursuit avec la carte des nuages. Donc, c'est à l'École des loisirs par Michael Escoffier et Chris Di Giacomo. Ici, on a une histoire vraiment très mignonne. C'est une orang-outan qui va recueillir un petit oiseau qui était en danger. En fait, elle va le sauver. Elle va prendre soin de ce petit oiseau-là comme si c'était son propre enfant. Alors, pour elle, le petit oiseau va devenir très, très, très précieux. Et puis, elle va se mettre à s'inquiéter de tout ce qui pourrait lui arriver. Elle s'attend bien à ce que le petit oiseau puisse un jour voler de ses propres ailes. Regardez ici, elle l'attrape en plein vol. Et pour éviter que le petit oiseau ne se perde au moment où il commencera à voler, elle planifie de cartographier tous les nuages du ciel. Alors, c'est quand même un projet assez impressionnant. Et regardez ici, alors, tranquillement, elle commence à observer le ciel, remarque les différents nuages, puis elle va aussi nommer chacun des nuages. Qui n'a pas déjà pris le temps de regarder dans le ciel pour voir si un nuage ne nous faisait pas penser à un animal, à un cornet de crème glacée, à toute autre chose. Alors, ça donne vraiment envie de refaire cette activité-là avec les enfants. Puis, l'album va se terminer très rapidement. Tout d'un coup, l'oiseau va voler. Moi, je suis revenue sur mes pas pendant ma lecture. Je me suis dit, voyons, est-ce que j'ai manqué une page? Puis, quand j'en ai discuté avec l'une de mes collègues, elle m'a dit, eh bien, je pense que ce que l'auteur a voulu faire, c'est nous faire vivre, en fait, ce que les parents peuvent vivre quand ils ont le sentiment que leur enfant grandisse trop vite, que les étapes de la vie filent sans qu'on les voit aller. Alors, ça donne vraiment cette impression-là à la fin, au moment où l'oiseau vole de ses propres ailes. Très beau livre pour parler de parentalité, des étapes de la vie et pour passer un beau moment à observer les nuages. Le Royaume sans roi de Maria Ramos aux éditions Biscotto. J'ai été complètement charmée par la petite bouille de ces gnomes qui sont très naïfs, attachants, pleins de bonnes intentions. Alors, ils vivent au royaume des gnomes et ils ont un roi. Le voici. Ce roi ne prend pas vraiment en considération les besoins, les goûts, les désirs des gnomes. Il va plutôt leur demander de faire toutes sortes de tâches. Comme ici, les gnomes sont en train de lire son courrier. Ce qu'il y a d'absolument absurde, c'est que dans le courrier, il n'y a rien d'écrit sur le papier, mais les gnomes prennent la tâche très au sérieux. Regardez ici, c'est vraiment très intéressant. Que c'est sérieux et important. Ça, c'est embêtant. Alors, ils sont vraiment très dévoués à leur roi. Ce que j'aime beaucoup et qu'on retrouve partout dans le livre, c'est justement les petits commentaires des gnomes qui sont souvent très ironiques, très drôles. Le roi va mourir, malheureusement. Alors, grande tristesse pour le peuple des gnomes, mais ça va faire en sorte qu'ils vont partir à l'aventure dans le but de trouver un autre roi ou une reine pour leur royaume.
Ils vont rencontrer une grenouille, une abeille, des oiseaux. Chacun de ces personnages-là va refuser de devenir le roi de leur royaume. Et ça va se terminer sur une belle morale parce qu'en fait, les gnomes vont se rendre compte que à travers cette aventure-là, ben, ils n'ont pas eu besoin de roi pour s'en tirer. Ils étaient vraiment efficaces tous ensemble. Puis, ils choisissent en fait de vivre sans roi pour pouvoir être heureux et vivre selon leurs désirs. Regardez ici, il faut absolument que je vous lise cette partie-là ici. Le petit gnome qui dit « J'adore ton costume de lion » et celui-ci qui répond « Ce sont mes cheveux naturels ». Alors, c'est vraiment une œuvre très, très mignonne. Beau petit moment de plaisir avec les petits du premier cycle. Je poursuis avec Les poissons savent-ils nager aux éditions Sarbacane par Alex Cousseau et Nathalie Chou. C'est vraiment un livre très particulier. Après une première lecture, je me suis dit que ça pouvait être un livre cocasse à déguster avec les petits. On a une histoire qui est assez loufoque. Ce sont des poissons qui vont sortir de l'eau, se mettre à marcher, vont commencer une vie qui se rapprochent vraiment de l'espèce humaine, vont avoir honte d'être nus, vont se procurer des vêtements, vont vouloir faire de l'argent, vont démarrer un commerce de vente de crevettes, une industrie qui va devenir très prospère. Certains poissons vont devenir célèbres, d'autres vont se lancer en politique. Alors, on voit vraiment qu'ils mènent une vie se rapprochant de nous, les humains. Puis, plus ça avance dans l'histoire, plus les crevettes vont souffrir, en fait, de la chasse et de l'exploitation. Puis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de crevettes, en fait, sur le continent. Donc, les poissons vont partir en bateau à la recherche d'un nouveau continent où ils pourront trouver de la nourriture et d'autres crevettes. Ils vont faire naufrage et vont tomber à l'eau. Mais comme ce sont des poissons, ils vont se mettre à nager, ils aimeront ça, et ils vont se mettre à manger du plancton, et ils aimeront ça aussi. Sur la terre ferme, les crevettes vont sortir de leur cachette et vont pouvoir mener une vie paisible. Alors, assez cocasse comme histoire, vous me direz. Quand je l'ai relu une deuxième fois, je me suis dit « Ah, il y a beaucoup de place ici pour l'interprétation, le questionnement. » Je pense que c'est une œuvre qui peut être très intéressante avec le troisième cycle, peut-être même le début du secondaire, parce qu'on a beaucoup de sous-thèmes. Je pense au capitalisme, à la surconsommation, à l'impact qu'une espèce peut avoir sur une autre espèce. Hein. Il y a beaucoup de causes à effet dans ce livre-là. Puis, je me suis dit, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on a choisi d'avoir une question comme titre, parce que c'est peut-être un livre, justement, qui est fait pour nous amener à nous questionner sur nos comportements, sur la fragilité des écosystèmes aussi. Donc, c'est vraiment une mine d'or, je pense, à lire et relire pour voir ce qui se cache derrière les pensées de l'auteur. C'est aussi un livre qui a été écrit au futur simple, ce qui est quand même rare, donc c'est intéressant de pouvoir le travailler. On y va avec Le Roi de l'ombre aux éditions Scolastiques par Daniel Hack et Stevie Lewis. Donc ici, on est dans une histoire dans le royaume du chevalier et du prince. Ils vivent bien heureux jusqu'à ce qu'un fléau s'abatte sur le royaume. Donc, la noirceur recouvre le royaume. Ils vont aller voir une espèce de sage qui va leur annoncer qu'il y a le roi de l'ombre qui est responsable, en fait, de ce fléau qui est rempli de rage. Donc, le prince et le chevalier vont aller à la rencontre de ce roi de l'ombre. Pendant leur périple, le prince et le roi vont se sauver la vie, chacun à tour de rôle. Le prince et le chevalier vont se sauver la vie chacun à tour de rôle. Puis, le roi de l'ombre va être témoin de cette scène-là, va être témoin de l'amour inconditionnel qui unit le prince et le chevalier. Ça va beaucoup l'émouvoir et, en fait, ça va lui permettre de se rendre compte que c'est possible de vivre
au grand jour, comme on est en fait. Puis, il a été beaucoup victime d'intolérance, le roi de l'ombre, ce qui a fait en sorte qu'il s'est rempli de haine, qu'il s'est isolé et tout. Donc, ça va lui permettre de retrouver la joie, de vivre au grand jour et la lumière va revenir sur le royaume. Ce que je trouve intéressant de ce livre-là aussi, c'est les pages de garde qui laissent vraiment place à l'analyse de l'évolution, en fait, du personnage au cours de l'histoire. Donc, ici, on a les pages de garde du début. On voit que le roi de l'ombre est rejeté, en fait, dans la zone ombragée. Puis, on a la page de garde de la fin, tout en couleur, le roi de l'ombre qui se trouve entre le prince et le chevalier. Donc, je pense que c'est un livre qui nous amène vraiment à voir quel peut être l'impact de tendre la main à l'autre, puis de laisser nos préjugés de côté, de laisser place à la différence aussi. Je poursuis avec Maggie Fantôme aux éditions Thierry Magny de Fanny Ducassé. Alors, c'est un livre qui est vraiment rempli de contrastes, autant dans les illustrations. Regardez la première de couverture, on est dans des couleurs très joyeuses, très vives. Quant à la quatrième de couverture, on est dans le noir et blanc. C'est une histoire qui est contrastante aussi parce que Maggie, c'est une jeune fille qui vit dans le grand bonheur. Alors, dans sa vie, tout roule comme sur des roulettes. Elle adore les couleurs qui font pop et tout va bien pour elle le jour du moins. Parce que la nuit, elle est pourchassée constamment par un énorme nuage gris. Alors, elle fait des cauchemars très sombres. Puis, tranquillement, plus l'histoire avance, plus ces cauchemars-là vont venir s'immiscer dans sa vie quotidienne. Donc, Maggie n'aura pas le choix d'enquêter sur les apparitions de spectres et tout ça pour tenter de se débarrasser de ces cauchemars-là. Elle va finalement aller faire la visite d'un manoir dans lequel elle va faire la rencontre de son nuage gris, qui est en fait toutes les craintes qu'elle cache au fond d'elle, ses jours plus sombres, ses jours plus gris, les côtés plus tristes de son cœur, en fait. Donc, ce qu'on veut nous transmettre dans ce livre-là, c'est de faire de la place pour ce côté-là un peu plus sombre de notre cœur, de ne pas enfouir tout ça pour éviter que ça tente de nous rattraper. Ce que j'aime beaucoup des illustrations, regardez ici, c'est la quantité de motifs qu'on retrouve sur chacune des textures, chacun des meubles, que ce soit dans les illustrations en noir et blanc ou dans les illustrations en couleur. On retrouve encore des motifs. Regardez ici. Et puis, la grande force de ce livre-là, c'est vraiment son texte. Tout est mis en place pour nous faire vivre des émotions, pour nous faire voir des images, alors que ce soit dans le rythme des phrases qui est très varié. On a des phrases très longues, très courtes. On va avoir des mots qui vont avoir été sélectionnés pour être répétés, pour donner du rythme aux phrases, que ce soit dans les adjectifs qui sont très évocateurs, dans les verbes précis. Il y a beaucoup de comparaisons aussi dans le livre. Alors, c'est vraiment un livre qui est extrêmement riche au niveau de son texte. Je termine avec Partir aux éditions Versant Sud de Anders Holmer. Donc, c'est un album sans texte qui est assez particulier. Bien entendu, comme c'est un sans texte, on va lire les illustrations. Ce qu'on voit ici au début de l'œuvre, c'est une jeune fille qui vit avec sa mère et sa grand-mère. Sa mère est visiblement atteinte d'un cancer. La jeune fille, très triste, va aller se réfugier dans sa chambre, puis va fuir dans un univers imaginaire.
Ce qui est intéressant, c'est que dans cet univers-là où elle va voyager, chacun des objets qui sont dans sa chambre au début de l'histoire vont prendre vie au fil des pages. Alors, c'est très intéressant de revenir en arrière au cours de la lecture pour revenir à cette page-là, puis constater les éléments, comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre vie dans l'histoire. Les illustrations sont très belles. C'est un style qui est assez industriel, si je peux dire. Il y a beaucoup de gris, de métaux, d'échelles, d'engrenages, beaucoup de moyens de transport aussi, train, vélo, un dirigeable aussi. Puis, on va se rendre compte que la petite fille qui est maintenant habillée en ours, va recueillir différents trésors au cours de sa quête. Donc ici, elle est en train d'attraper un petit nuage. Ici, on voit le filet en haut de l'illustration qui recueille un diamant. Donc, on ne sait pas trop au cours de l'histoire qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces objets-là. Puis à la fin, elle les utilise de façon très scientifique, très chimique. On ne sait pas trop ce qu'elle prépare avec ça, mais elle va revenir dans le monde réel pour offrir quelque chose à sa mère. Je vous laisse le découvrir par vous-même. C'est un très beau livre qui laisse place à l'interprétation qu'on doit prendre le temps de regarder lentement. Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse pour la librairie Monet et je vais vous présenter aujourd'hui les œuvres fiction primaires pour le mois de juillet. Donc, on va commencer avec Nonagnoshi, qui est un petit livre Thierry Magnier, la collection En route Simone, donc qu'on peut voir ici. C'est un petit livre de 2e cycle qui a été écrit par Suzy Morgenstern et qui a été écrit exclusivement en dialogue. Donc, je vais vous montrer, on le voit assez bien ici. Donc, exclusivement en dialogue, pas de description. C'est une histoire assez simple d'un petit garçon qui s'appelle Confiance, qui n'aime pas son nom et qui n'aime pas en fait beaucoup de choses. Donc, c'est un râleur, comme on l'appelle dans le roman, donc un anti-héros, et qui doit passer des vacances avec sa grand-mère en Italie. Et non seulement ça, il va vivre dans une belle résidence en Italie, vraiment spacieuse, vraiment dans le luxe, et malgré tout, il va trouver à redire. Donc, c'est vraiment un livre d'humour, un peu teinté de philosophie, un peu teinté de famille. C'est très intergénérationnel, la grand-maman et le garçon qui s'entendent pas très bien au début, mais qui vont finir par se découvrir des affinités. D'autant plus qu'il y a un personnage qui va apparaître, la petite Kitty, qui semblait être un personnage vraiment agréable, cheveux blonds, et finalement c'est une canaille en puissance, et les deux vont faire même une fugue à travers le village. Donc c'est vraiment une petite histoire d'aventure où le personnage est un petit peu différent de ce que je vois d'habitude, un garçon qui est plus intelligent que la norme, qui voit pas tout à fait le monde comme un enfant de 10 ans standard. Donc c'est un style amusant à découvrir. J'ai ri tout du long, très très court aussi, donc pour ceux qui apprécient moins les grands ouvrages, ça peut vraiment être une belle porte d'entrée. Le second, c'est L'île sous la mer, qui est le 4e tome de la série Histoire naturelle, qui a été écrit par Amandine Delaunay. Donc il a l'air costaud, mais en fait il est écrit quand même assez gros à l'intérieur. C'est un 2e cycle lui aussi. Pour ce que j'en ai vu, c'est une histoire qui est partiellement vraie, donc on n'est pas très loin du documentaire tout en étant dans le roman. On suit un garçon qui vit sur une île, le nom m'échappe, le Holland Island, voilà, qui fait partie des îles Chesapeake. Et il va nous raconter à quel point il aime son île, à quel point il est familier avec les animaux, spécialement les oiseaux. C'est un petit garçon qui bégait. Et c'est ça, il va nous raconter un peu son quotidien qui n'est pas toujours simple étant donné qu'il est un peu particulier, mais ce qui est vraiment le grand problème dans l'histoire, c'est le fait qu'il y a de l'érosion naturelle qui est un peu causée par les hommes, ce qu'on a fait à la nature. Et l'île est en train de progressivement disparaître maison par maison. Donc on est vraiment dans un principe d'écologie. C'est vraiment très intéressant. Et c'est touchant de voir ce petit garçon-là qui parle de cette île qu'il aime beaucoup, qui va perdre progressivement les voisins autour de lui. Donc c'est vraiment touchant. J'ai pas plus à dire, mais vraiment, si on veut changer un peu de style, apporter une petite dimension intéressante aux enfants, puis parce que c'est pas juste un roman, c'est bien réel, ça peut être très intéressant.
Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus, qui a son frère juste ici, donc je vous les présente en même temps parce que c'est une collection. C'est la collection Le Grand Bain aux éditions Seuil. Ils ont la particularité d'être assez petits et qui, en plus, leur page couverture s'enlève. Donc, vous voyez, c'est un poster qui est fourni en même temps que le livre. Encore une fois, du primaire deuxième cycle, excusez-moi. Des histoires courtes qui sont assez pertinentes, en fait. Dans un cas comme dans l'autre, le garçon qu'on croyait qu'il ne l'aimait plus, voyons, je reprends. Le garçon qui croyait qu'on ne l'aimait plus, voilà. Va nous parler de Charlie, qui est particulier à sa façon, qui va rentrer bientôt en première année et qui a une certaine nostalgie de la maternelle. Et il va y avoir un personnage en particulier qui est en chaise roulante. Mais lui, il ne comprend pas vraiment, en fait, que c'est sa chaise roulante parce qu'il est handicapé. Il va plutôt penser que cette personne-là s'accapare le dernier cri en matière de tricycle, d'appareils qu'on peut jouer dans la cour, dans le fond, parce que ce petit garçon-là aimait beaucoup les vélos à la maternelle. Il a tout simplement pensé que le fauteuil roulant était une nouvelle attraction, dans le fond, qu'il pouvait utiliser, et il ne comprenait pas pourquoi c'était toujours le même enfant qui avait main mise sur ce fauteuil roulant-là. Il était un peu fâché, puis à un moment donné, va tout simplement prendre Camille, de son petit nom, le jeter par terre, prendre la chaise roulante et partir avec, tout simplement. Et c'est à partir de ce moment-là, dans le fond, qu'on comprend que Charlie a vraiment, va s'être étiqueté lui-même. C'est malheureux, mais à partir de là, les gens ne lui font plus confiance. Tout ce qu'il va faire va être considéré négatif, même quand c'est positif. Je vous donne par exemple, à un moment donné, il va récupérer un paquet de cartes et va chercher à qui est ce fameux paquet de cartes-là. Et on va l'accuser de l'avoir volé. Donc, peu importe dans quelles circonstances, il va toujours être le mouton noir, dans le fond. Et c'est vraiment dommage. Donc, on est vraiment dans la tête d'un petit garçon qui, lui aussi, ne conçoit pas vraiment les choses un petit peu comme confiance, ne conçoit pas les choses exactement comme les autres, ne comprend pas vraiment les expressions. Donc, quand on lui dit qu'il a perdu les pédales, il comprend ça au premier degré. Il a perdu des pédales et on ne comprend pas à quoi il fait référence parce qu'un fauteuil roulant, ça n'a pas de pédales. Donc, je ne sais pas exactement quelle particularité, quel mot mettre dessus, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, en fait, c'est que éventuellement, il va sortir de cette école-là, aller dans une nouvelle école avec sa mère, et il va tomber sur Camille une seconde fois, et dans un contexte où Camille est nouveau. Et c'est lui qui va favoriser son intégration, et à un certain point, en fait, selon ce que j'ai pu comprendre, et c'est là que c'est vraiment beau, Charlie comprend la différence de Camille mieux que quiconque parce que lui-même, de par sa propre différence, a été stigmatisé. Donc, c'est vraiment une histoire d'amitié. C'est vraiment mignon. C'est particulier de voir comment Charlie réfléchit. C'est amusant d'être des fois dans une autre façon de percevoir les choses. Donc, j'ai vraiment aimé. C'est facile à lire. Il y a des images. Bon, personnellement, c'était pas mes préférés, mais c'est ça. C'est des images en couleur. Il y en a quand même plusieurs. Vous voyez, je vais vous les montrer. Voilà. Donc, voilà pour deuxième cycle. Et son petit frère, Comment chasser les zombies de mon lit, qui a été écrit par Béatrice Fontanelle avec les dessins de Loïc Froissart. Donc, on le voit ici. Même chose, c'est un poster qu'on peut utiliser après. Donc, cette histoire-là, c'est... le héros n'a pas de nom. Et il va nous raconter que suite au divorce de ses parents, la séparation de ses parents, sa mère va lui autoriser à mettre une télé dans sa chambre et pouvoir écouter tout ce qu'il veut. On s'en doute un peu, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de contrôle autour de ça. Notre héros va devenir dépendant, donc cyberdépendant, et va consommer aussi des émissions qui ne sont pas faites pour son groupe d'âge, donc des films d'horreur très, très sanglants, et des émissions qu'on dit abrutissantes, du genre un peu occupation double, du genre télésérie, des personnes qui font de la bisbille, qui sont très sur les apparences. Donc, des choses qui ne sont pas associées à son groupe d'âge traditionnellement. Et dans le fond, il va finir par faire des cauchemars, il va finir par plus avoir de vie sociale. Il y a vraiment une régression dans ses cycles de vie. On le voit que ça ne marche pas, mais c'est vraiment de son point de vue. C'est vraiment écrit dans ses mots. C'est vraiment très intéressant. Et éventuellement, il va se retrouver vraiment à un degré où il devient zombie lui-même, dans le fond. Donc, quand on dit comment chasser les zombies de mon lit, ben, c'est à lui-même un peu qui fait référence.
Et éventuellement, il va entreprendre un processus où, OK, on limite les heures, je vais recommencer à voir mes amis. Donc, on désapprend un petit peu et éventuellement, la télé va prendre moins d'importance dans sa vie. Donc, très actuel comme sujet, étant donné que, bon, on est dans la génération clavier aujourd'hui, c'est toujours bon d'en parler, c'est facile, c'est accessible, et lui aussi a des petites illustrations pour accompagner le tout. Et c'est un petit format. Un cœur gros comme une étoile de Sarah Allen, j'ai vraiment beaucoup aimé, je ne l'ai pas terminé, mais vraiment j'adore. On a une jeune fille ici, Libby. Je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde a des syndromes là, dans ma pile, mais elle aussi, elle en a un, c'est le syndrome de Turner. Je vous l'explique rapidement. Les filles, on sait, qui ont le chromosome XX, les garçons XY. Elle, c'est X0. Il lui manque le gradient sexuel, dans le fond. Et ça fait qu'elle a des difficultés auditives, ça fait qu'elle a une certaine physiologie particulière, ça fait aussi qu'elle doit se faire des injections à tous les jours pour pouvoir grandir comme les autres. Et elle a beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. Il y a un paquet de petites choses qui sont associées à elle. Mais ce qui est important de retenir, en fait, c'est ce qu'elle va faire pour l'école. On lui a donné un projet qui doit être de mettre de l'avant un personnage féminin historique qui n'aurait pas eu la place qui lui revient. Et elle a décidé de prendre Cecilia Payne Gaboniskin. Je suis désolée si je le prononce pas comme il faut. Qui est, dans le fond, la femme qui a découvert de quoi étaient faites les étoiles, d'où le titre. Et qui s'était fait, dans le fond, spolier ses recherches par son partenaire de recherche, qui est un homme, qui s'est approprié ses recherches et qui a mis son nom. Donc, il y a vraiment eu un vol intellectuel à ce niveau-là. Et dans le fond, elle veut écrire une lettre, c'est pour un concours particulier qui va faire en sorte que excusez, je me mélange un peu. Quand elle va écrire une lettre, voilà, elle va écrire une lettre qui va parler de cette autrice-là et elle veut, dans le fond, que la prochaine édition de son manuel d'histoire puisse intégrer ce personnage historique-là dedans pour qu'on puisse en parler éventuellement dans les autres générations. Et elle se dit, si je fais ce pacte-là avec moi-même, je vais faire en sorte que Cecilia va protéger le futur bébé de ma sœur qui va arriver. Fait qu'il y a vraiment, il y a deux filons dans l'histoire. Il y a vraiment son histoire filiale et l'histoire avec Cecilia. C'est vraiment bien écrit. C'est très simple. Pas qu'elle n'est pas intelligente, mais on voit qu'il y a une certaine naïveté dans sa façon de concevoir les choses. Elle a un petit peu de difficulté au niveau social, mais elle a beaucoup de bonne volonté. C'est vraiment très mignon. Vraiment, c'est cute. Et c'est un 3e cycle. Et le petit dernier, Marimoto. Marimoto qui est un hybride entre la BD et le roman, donc je vous montre tout de suite, vous allez comprendre, voilà. Vraiment un hybride entre les deux. J'ai beaucoup aimé Marimoto, c'est vraiment mignon, c'est super simple encore une fois. On a un personnage de 10 ans, Marie, qui vit dans une petite maison de campagne avec sa famille. Des parents un peu protecteurs qui veulent même pas qu'elle aille chercher le pain, dans le fond, à la boutique. Une fille, ça sort pas, ou presque, il faut la protéger. Et un jour, il y a un ouragan de bonne catégorie qui va passer au-dessus de la maison, qui va tout déchirer sur son passage. Les routes, c'est un gros bordel. Et Marie va se retrouver, dans le fond, avec sa grand-mère sous une bâche. Elle est protégée, ils vont être corrects, mais les deux parents vont être inconscients. Et la grand-mère, elle va se blesser à la main également. Et donc, il reste que Marie de disponible pour aller chercher des secours. Mais en voulant aller chercher son vélo, le vélo, il est dans l'arbre. On peut pas l'utiliser. Ne reste donc que la moto. Donc, on a une petite fille de 10 ans qui va faire de la moto pour la première fois. En fait, elle a déjà fait de l'entraînement, mais qui va devoir aller chercher les secours. Donc, c'est sûr que c'est pas le contexte le plus favorable, mais c'est vraiment une histoire de courage. Marie qui va aussi trouver des gens au cours de sa route dans d'autres situations particulières et qui va intervenir à sa façon. Donc, une petite fille qui est intelligente, qui est sensée, qui va aussi tout consigner dans son journal. Elle va le traîner avec elle. Et éventuellement, c'est grâce à ce journal-là que les secours vont pouvoir aller porter assistance aux gens qui ont été sur son parcours à elle durant son périple. Donc, elle va devenir une certaine star, elle va avoir une certaine notoriété. Et c'est là que c'est intéressant. À la fin, les médias vont s'emparer de l'affaire. Et on voit tout de suite qu'il va y avoir une surenchère au niveau des rumeurs, qu'il va même avoir, il y a une image d'elle qui va apparaître où c'est vraiment, elle est très plantureuse, les cheveux au vent, le gros stéréotype de la femme utilisé dans le marketing. Fait que ça peut être intéressant aussi d'aller jouer là-dessus quand on travaille avec les médias, de dire, c'est pas toujours vrai qu'est-ce qu'on rapporte, on a tendance à surenchérir, on a tendance à embellir, puis c'est pas toujours pour le mieux. Jusqu'à ce que Marie
viennent carrément dans le journal pour dire ben c'est moi, c'est moi qui ai fait ça. Et là, à partir de ce moment-là, dans le fond, elle va écrire ses mémoires et le mémoire, c'est le livre, dans le fond. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé. Un troisième cycle qui nous change beaucoup du traditionnel roman. Donc, quelqu'un, pour des jeunes qui veulent faire la transition de la BD au roman ou qui aiment beaucoup la BD, ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant. Ça se lit bien. Il y a 80 pages environ. Donc, vraiment, c'est très beau. Marimoto. Donc, ça conclut pour moi ma présentation pour les œuvres de fiction primaire pour le mois de juillet. Ça va être la dernière capsule pour ce mois-ci, donc on va se retrouver en septembre la prochaine fois pour le début de l'année. Donc, je vous souhaite à tous un bel été, chaud, près de vos proches, pour autant que se faire se peut. Donc, bonjour à vous.